Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 4. Les sentiments et le jeu. Une des modifications les plus intéressantes de l'action humaine, qui se rattache étroitement aux conduites sociales, a donné lieu aux divers sentiments que nous considérons comme des formes de l'action. Le sentiment qui a joué un grand rôle dans les conduites intellectuelles élémentaires est le jeu, et c'est sur lui que nous insisterons particulièrement. 1. Les sentiments, régulation de l'action. Les sentiments ont toujours embarrassé les psychologues, surtout ceux qui s'intéressent avant tout aux actes et à la conduite, car on ne peut pas dire que les sentiments d'un homme soient chez lui des actions absolument comparables aux autres. Les actes sont caractérisés par les circonstances extérieures qui les provoquent et par les mouvements que nous exécutons. Manger, se promener, parler se distinguent bien de cette manière. Les sentiments, au contraire, peuvent rester les mêmes dans des circonstances différentes et quand les mouvements exécutés sont différents. Un homme peut être toujours triste, indépendamment des actes variés qu'il exécute. Il peut être triste en mangeant, en se promenant, en parlant. Inversement, un même acte, l'acte de se promener ou l'acte de parler, peut être accompagné d'un sentiment tout différent. Un homme peut se promener avec fatigue, avec ennui, avec tristesse ou avec gaieté. Quelque chose a changé en lui sans que l'acte ait véritablement changé. Cette addition, ce mélange des sentiments avec des actions quelconques, montre que le grand nombre des sentiments apparents dépend de la combinaison de quelques sentiments simples avec les actions précédentes du niveau perceptif ou du niveau social. Nous ne nous occuperons donc pas de l'amour ou de la haine, qui sont des modifications des conduites sociales par des sentiments. Nous ne nous occuperons que de 4 sentiments fondamentaux: l'effort, la fatigue, la tristesse et la joie. Les explications de ces sentiments par de simples états de conscience ont toujours été plus ou moins vides et confuses. On se bornait à dire à peu près dans quelles circonstances un homme était triste ou joyeux, et on empruntait aux poètes et aux romanciers des descriptions où se mêlaient aux sentiments une foule de choses étrangères. C'est pourquoi, au siècle dernier, à la suite des travaux de W. James et de Lange, on s'est précipité un peu vite sur la théorie dite périphérique ou viscérale des sentiments. Ceci n'était plus constitué que par quelques modifications des fonctions viscérales, de la respiration surtout, et de la circulation, dont on avait cru constater la coexistence avec la conscience du sentiment. Nous sommes tristes, disait James, parce que nous pleurons. Sorry, because we cry. Cette théorie, qui a eu son heure de célébrité, parce que la mode joue un rôle dans les théories scientifiques comme dans la forme des chapeaux, est aujourd'hui en forte régression. On n'a guère pu vérifier exactement la coïncidence sur laquelle elle se fondait, et on a constaté, au contraire, que toutes les perturbations viscérales pouvaient accompagner un sentiment quelconque. Les mêmes troubles viscéraux peuvent être fort exagérés dans une foule de maladies physiques sans que les sentiments soient nettement modifiés. J'ai été amené, dans mon dernier ouvrage, De l'angoisse à l'extase, de volume 1928, à présenter une autre interprétation des sentiments, capable de rendre des services pour comprendre les troubles des sentiments qui se présentent dans une foule de névroses et de psychoses. Les sentiments
dépendent de fonctions qui jouent un grand rôle dans l'organisme, les fonctions de régulation. Il n'y a pas seulement, dans l'animal, une fonction de la respiration et une fonction de la circulation. Il y a des appareils et des fonctions de régulation de la respiration ou de la circulation qui, suivant les circonstances et les besoins, augmentent ou diminuent la respiration et la circulation. Les actes des êtres vivants dépensent des forces, quoique la nature de ces forces psychologiques soit encore peu connue. Suivant leur nature, suivant leurs complications et leur perfection, ou parce que leur acquisition est plus ou moins récente, les actes sont plus ou moins coûteux. D'autre part, l'organisme qui doit exécuter ces actes a plus ou moins de ces forces psychologiques à sa disposition. Des régulations psychologiques tantôt augmentent la force dont dispose une tendance pour s'activer, tantôt, au contraire, la diminuent et surtout arrêtent, dans certains cas, l'exécution de l'action tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces régulations de l'action ont un rapport étroit avec les conduites sociales, et il semble probable que c'est au niveau des conduites sociales qu'elles se sont développées. Un grand caractère des conduites sociales, c'est qu'il s'agit de réaction à des actes, et non uniquement de réaction à des objets, comme dans les conduites primitives. L'homme apprend à réagir aux actes de ses semblables, de ses socies, comme disait M. Baldwin, et ensuite il applique cette conduite à lui-même et il apprend à réagir à ses propres actions. Cette réaction à nos propres actions semble étrange, car l'action est plutôt faite pour réagir aux stimulations du monde extérieur. Mais notre action devient analogue à un objet extérieur qui détermine une réaction, et il est probable que ces réactions à nos propres actions sont au début l'élément essentiel de la conscience. À chaque instant, nous encourageons ou nous augmentons une de nos actions, comme si nous nous disions à nous-mêmes « Il est important de faire ce travail, il faut le continuer coûte que coûte ». C'est un langage analogue à celui que nous aurions en parlant à un enfant qui ne travaille pas assez bien. Ou bien nous arrêtons un de nos actes en nous disant à nous-mêmes ce que nous dirions à un voisin. Non, il ne faut pas faire cela. Ce serait bête et dangereux. Les sentiments sont justement constitués par cet ensemble de réactions à nos propres actes. Et c'est de cette manière, en considérant les sentiments comme des régulations de l'action, qu'on peut leur donner une place dans une psychologie de la conduite et les expliquer de la même manière que les autres phénomènes psychologiques. Cette interprétation donne une réponse au problème que nous posait la nature des sentiments et leur différence avec l'action. Tous les sentiments, disions-nous, l'effort, la fatigue, la tristesse, la joie, peuvent accompagner une même action et, sans la transformer en elle-même, lui donner seulement un ton différent. Inversement, toutes les actions, même des actions très différentes les unes des autres, peuvent donner naissance à un même sentiment, prendre le même ton, tout en conservant leur caractère distinctif. C'est que des régulations différentes peuvent s'appliquer à une même action, de même qu'un ingénieur peut accélérer ou ralentir une même machine. C'est qu'une même régulation peut s'appliquer à des actions différentes, de même que l'on peut aussi bien provoquer l'accélération d'une automobile que d'un moulin. On peut manger avec ardeur ou avec effort. On peut être fatigué de manger.
On peut s'arrêter de manger avec tristesse ou avec joie. Et ce que je viens de dire de l'acte de manger, on peut l'appliquer à la promenade, à la lecture, à une action quelconque. Cette interprétation générale des sentiments comme une régulation de l'action pourrait se rattacher aux conceptions de Spinoza, de Dumont, de Marshall, de Rowe, sur le rapport des sentiments avec les forces de l'organisme. Il ne s'agit pas des forces réelles de l'organisme, mais d'une appréciation de ces forces suivant la manière dont l'exécution de l'action se présente. Sous cette forme, cette théorie des sentiments peut rendre de grands services dans l'étude des troubles pathologiques qui les affectent si souvent. Pour comprendre un peu comment s'opère cette régulation qui donne naissance aux sentiments, je vous conseille d'étudier particulièrement un trouble maladif très fréquent et à mon avis très important, que l'on peut appeler l'état de vide ou le sentiment du vide. C'est un état pathologique très curieux, caractérisé par l'absence complète de tout sentiment ou par la seule persistance d'un sentiment de perte des sentiments. Les malades semblent encore agir correctement et percevoir exactement les différents objets, mais ils répètent « Ah, je ne fais plus rien comme autrefois, je ne vois plus aucune chose comme je la voyais. Autrefois, les objets et les actions étaient intéressants, ils me provoquaient quelque satisfaction, quelque plaisir. Maintenant, rien ne m'intéresse, rien n'a plus de valeur à aucun point de vue, rien n'est joli, mais rien n'est laid, tout est insignifiant. Les objets n'ont plus de valeur. » Alors, le malade exagère de plus en plus cette négation de la valeur. Il l'exprime de bien des façons. Il répète « Les objets et même les actions sont des choses artificielles, ce ne sont plus des choses naturelles. C'est fait à la machine, cela ne signifie rien du tout. » Ou bien ils disent « Les objets à qui je parle étaient autrefois des personnes, mais il n'y a plus d'êtres humains, personne ne vit, je suis au milieu de morts. Tous les gens que je vois ont perdu la vie. » Ils ne reconnaissent plus aux personnes qu'ils continuent à percevoir correctement les caractères sociaux qu'ils leur donnaient autrefois. « Oui, cette personne ressemble exactement à ma femme. On ne peut pas imaginer une imitation, un sosie plus parfait. Mais ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon enfant. » Ces malades terminent par des expressions bien typiques qui ont étonné autrefois et qui ont fait donner souvent à la maladie le nom de maladie du doute. Rien de ce que je vois n'est réel, les objets n'existent plus, ce sont des ombres, des fantômes, des rêves, des choses tout à fait irréelles. Pour comprendre un peu ces paroles étranges, rappelons un exemple que j'ai souvent discuté. Une jeune femme, mère de famille, raconte de la manière suivante le début de sa maladie, la première crise caractéristique. Elle était assise dans un fauteuil et regardait à ses pieds sa petite fille âgée de 2 ans qui jouait sur un tapis. L'enfant s'avise d'une action fâcheuse. Elle veut grimper sur une chaise du côté du dossier et tire sur le dossier de cette chaise pour se soulever. La mère de famille ne bouge en aucune façon, mais elle éprouve un sentiment bizarre. Le spectacle qui était sous mes yeux m'a tout à coup paru étrange, mystérieux. Il me semblait que ce n'était plus une chose terrestre de notre monde réel, mais quelque chose d'éthéré qui se passait loin de la terre. Et elle restait immobile, en contemplation. Dans le 2e volume de mon livre sur l'angoisse et l'extase, j'ai essayé d'analyser cette observation de sentiment du vide. Une femme normale, qui assisterait à cette scène, se serait précipitée sur l'enfant pour l'empêcher de tomber en arrière et de se blesser. Mais, comme disait cette jeune mère, cette conduite
Je l'aurais eu la veille, mais à ce moment, je n'ai pas bougé. Et je ne pensais pas à bouger. Je voyais ce qui se passait, c'est tout. Cela ne m'inspirait absolument rien. C'est cette suppression de la réaction maternelle, cette disparition de toute envie de cette conduite normale qui constitue le symptôme et qui fait naître le sentiment de l'étrange et de l'irréel. Cette supposition a été vérifiée dans un grand nombre d'observations du même genre. Un individu n'a pas seulement une perception qu'il contemple, comme s'il était au spectacle. Quand il est dans la réalité, il réagit à cette perception. Il y ajoute une foule d'actions secondaires qui sont nécessitées par sa situation et par ses habitudes. Il est dans l'état de vide et dans l'irréel quand, à propos d'un fait réel, il se conduit comme il le ferait au spectacle, quand il n'ajoute à la perception aucune action secondaire. La régulation sentimentale consiste essentiellement dans l'addition de ces actions secondaires qui, par leur présence, modifient l'action primaire, l'augmentent ou la diminuent, l'arrêtent de diverses manières. La première de ces réactions, la plus simple, est une addition d'actions secondaires qui augmente la force de l'action primaire. C'est le mécanisme de l'effort. L'homme a été comparé bien souvent à une automobile qui n'a pas seulement un moteur fonctionnant toujours de la même manière, mais qui a aussi un accélérateur. L'acte secondaire, qui a aussi une charge, une certaine force psychologique, ajoute sa force à celle de l'action primaire et en augmente la force et la vitesse. Un écolier travaille médiocrement en travaillant une question de son programme. Il pense qu'il va être refusé à son examen et cette peur active son travail et détermine son effort. Dans l'automobile, il n'y a pas seulement un accélérateur, il y a des freins qui ont une action inverse et qui diminuent la vitesse de la voiture. Il y a dans l'organisme une réaction de ce genre qui est la conduite du repos. L'éveil de cette conduite du repos par des modifications particulières de l'action détermine ce ralentissement de l'action que nous appelons le sentiment de la fatigue. De même qu'il y a des individus toujours tendus qui font perpétuellement des efforts exagérés et inutiles, comme les obsédés, il y a des individus paresseux qui tendent vers l'inertie et qui sont continuellement dans un état d'inaction morose. Une troisième réaction est plus grave, c'est la réaction de la grande tristesse, la réaction mélancolique. Ce qui la caractérise, c'est la pensée catastrophique. À propos de toute action à peine commencée, survient la pensée que cette action conduit à d'horribles catastrophes. Si je laisse ma mère venir me voir dans la maison de santé avec l'enfant de mon frère, la voiture se précipitera contre un arbre et ils seront tous écrasés. La tristesse est, au fond, la peur de l'action, la réaction de l'échec perpétuel, la réaction du recul. L'automobile a aussi une marche arrière. La marche arrière chez nous, c'est la terreur de l'action que nous sommes en train de faire et le recul désespéré. J'insiste un peu plus sur la conduite de la joie et sur la réaction qui la caractérise et que nous pourrons appeler la réaction du triomphe. Cette réaction est également, comme la réaction précédente, une réaction d'arrêt. Quand une action a réussi, quand elle a amené le résultat que nous désirions, il est inutile de la continuer. Nous nous épuiserions pour rien. Il faut l'arrêter. Mais cet arrêt, après le succès, est bien différent de l'arrêt mélancolique. Dans le sentiment de l'échec,
Le problème posé par l'action est loin d'être résolu. Le danger est toujours le même. Une action n'a pas réussi. Il a fallu l'arrêter. Mais on ne peut rester immobile. Il faut inventer et recommencer une autre action jusqu'à épuisement des forces. Dans le succès, la situation est tout autre. Le problème est résolu. Il n'y a plus rien à faire. Le jeune homme qui vient d'échouer à un examen est forcé de préparer de nouveau cet examen. Celui qui vient d'être reçu non seulement n'a plus d'examen à préparer, mais il est libre d'oublier complètement tout ce qu'il a appris. C'est là le résultat le plus net de la réception à un examen. Cet arrêt, cette liquidation de tout le travail précédent amène un résultat très important. Il rend disponibles les forces qui étaient employées à faire l'action précédente, à préparer l'examen, à retenir dans la mémoire ce qu'on avait appris. Ces forces n'ont plus d'emploi, on est libre d'en faire ce que l'on veut, et la réaction du triomphe est surtout caractérisée par le gaspillage de ces forces. Nous ne faisons aucune action sans une préparation de force. Quand vous partez en voyage, vous prenez de l'argent à la banque et vous mobilisez les capitaux. Les forces sont mobilisées de même quand vous commencez un acte, et tant que vous continuez l'acte, vous gardez ces forces mobilisées. Maintenant, l'acte est fini. Qu'allez-vous faire de ces forces mobilisées ? Théoriquement, il serait sage de les remettre à la banque. Dans l'esprit, il y a des banques, des placements de ces forces mobilisées. Vous pouvez les mettre en réserve. Mais on n'est pas toujours si sage. Et quand les forces sont mobilisées et qu'on sent de l'argent dans son portefeuille, dont on n'a pas immédiatement besoin, avant de le replacer, on commence à le dépenser. Il y a une réaction caractéristique du triomphe qui est le gaspillage. Le gaspillage n'est pas toujours mauvais, il a même des avantages. Quand on arrête le travail de l'examen et qu'on gaspille les forces préparées, il y a une foule d'organes fatigués qui travaillaient mal parce qu'ils n'avaient pas de force, qui reprennent leur bon fonctionnement s'il y a une force plus grande. Prenons un candidat qui se nourrissait très mal jusqu'à l'examen et qui va dévorer dès qu'il sera reçu. Toutes les fonctions de l'organisme participent à ce bénéfice. Le corps se développe, tous les organes sont plus solides. Bien entendu, les fonctions psychologiques prennent leur part dans ce gaspillage de force, et quand il y a un succès et un triomphe, toutes nos fonctions sont meilleures. L'individu qui a été reçu au baccalauréat, qui a abandonné le latin et le grec, se souvient mieux de ses amis et connaissances, des distractions qu'il prenait. Une foule de souvenirs ressuscite. Nous avons étudié souvent une forme amusante de ces résurrections. Dans certains états mélancoliques, des sujets qui avaient perdu un certain nombre de fonctions récupèrent dans le succès des forces qu'ils n'avaient plus et déclarent retrouver leurs amis et leurs plaisirs. Je vous ai parlé à ce propos d'une petite malade qui disait « Oh, je vais beaucoup mieux, j'ai retrouvé Ernestine, mon amie, que je croyais avoir perdue dans la période de tristesse précédente. » De l'angoisse à l'extase, 1926, tome 2, page 408-424. Le succès est donc une très bonne chose pour les hommes. Il apporte une foule de force à l'organisme. Il en résulte que les hommes aiment le succès, le triomphe et la joie, tandis qu'ils n'aiment pas la tristesse, et c'est pour cela qu'ils cherchent à se procurer la joie de toutes les façons. Ces notions
sur le triomphe et sur l'amour du triomphe vont nous permettre de comprendre ce phénomène psychologique si curieux, le phénomène du jeu.